S'il y a bien un super-héros que j'adore, c'est bien Spider-Man. Depuis que je suis tout petit, c'est mon héros préféré. Et même si aucun des films le mettant en scène après les années 2000 n'est raté, il y en a un qui sort très clairement du lot pour moi. Peter, tout va bien? Oui, très bien. Peter, écoute, tu es en train de changer. Je le sais, il m'est arrivé exactement la même chose quand j'avais ton âge. Non, pas tout à fait. Waouh! Le premier film que j'ai vu est l'un des meilleurs, Spider-Man 3. Oui, c'est très impopulaire de dire ça, mais j'adore ce film. Et pour moi, il reste dans le haut du panier. Et c'est ça le problème, il est en haut. La trilogie de Sam Raimi est pour moi le saint graal de Spider-Man malgré des petits défauts. On a un montage dynamique, des plans audacieux, un scénario qui se suit bien. En bref, on a un excellent réalisateur pour s'occuper d'un excellent super-héros. Puis est venu The Amazing Spider-Man. Ici, on a quelques bonnes idées, mais beaucoup de grossièreté. Pourquoi il laisse son prénom sur son appareil photo? Tu n'es pas censé être un génie? On a voulu faire un Spider-Man plus réaliste, mais qui malheureusement me fait ressentir beaucoup de malaise, notamment dans le couple Peter-Gwen, où les deux sont relativement creepy. Cependant, je dois avouer que le deuxième film est mieux. Beaucoup trop long sur certains points, mais l'idée est sympa. Il est cependant énormément dévalué par rapport à l'absence de troisième volet qui aurait permis de vraiment conclure. Cette absence de troisième volet est due à l'arrivée de Spider-Man dans le MCU. J'aime bien ce Peter Parker, j'aime bien ce Spider-Man, mais je n'aime pas forcément ces Spider-Man. Les films sont plats, la mise en scène est quasiment absente et aucun plan n'est aussi iconique que ceux des 5 précédents films. Far From Home pouvait relever le niveau, et oui, il l'a fait. Il reste encore en deçà, mais j'ai passé un excellent moment devant. Puis est sorti No Way Home. No Way Home qui est comme les crimes de Grindelwald pour moi. Je passe un excellent moment en tant que fan de Marvel, mais objectivement, ce film est sûrement le plus mauvais du MCU. Du coup, on va commencer à spoiler. Bon, avec tous les leaks qu'il y a eu et la hype déraisonnée autour de ce film, je ne pense pas que les spoilers fassent encore peur. Bon, maintenant que cette longue intro est passée, passons au vif du sujet. Pourquoi No Way Home est raté? Je vous demande de ne pas vous énerver et d'attendre la fin de la vidéo afin d'émettre un avis dessus. Je vais commencer par le moins grave selon moi, la musique. La musique est hyper discrète. Il n'y a pas de thème marquant qui porte le récit et c'est dommage. Les seuls moments où la musique est un bon point de ce film, c'est sur les reprises des anciens films. Là, on a quelque chose d'un peu potable. Ensuite, parlons de la mise en scène. Comme dans les autres Spider-Man de Jon Watts, la mise en scène est plate. La seule séquence de voltige que nous avons est une séquence dans l'univers miroir. Mais c'est l'univers qui rend cette séquence cool. On n'a pas de séquence vertigineuse dans le monde réel. Pourtant, cela devrait être obligatoire dans un film Spider-Man. Il n'y a quasiment aucun plan marquant. Par exemple, lorsque les 3 Spider-Man se retrouvent côte à côte, ce plan pourrait avoir l'aura d'un Spider-Man à côté d'un drapeau américain. Mais il lui manque quelque chose pour être excellent. Et quelques bonnes trouvailles de mise en scène sont quasiment invisibles. Aucun réalisateur n'avait réussi à retransmettre parfaitement le sens arachnéen de Peter. Dans cette scène, on le voit. Si, là. Ici. Les petites courbes à côté de lui. Oui, c'est quasiment invisible. Mais c'est une bonne idée. Pour parler vite fait des combats, ils sont mous. On ne ressent pas l'impact des coups comme dans les précédents volets. Doc Ock contre Spidey, c'est juste les tentacules. Et encore. Et le combat final, c'est dans des échafaudages. C'est triste. Vous aviez la statue de la liberté avec un bouclier. Fallait en profiter. Le seul qui sort un peu du lot, c'est celui dans l'immeuble d'Happy. Mais encore une fois, on a quelque chose de sombre et c'est dommage. Bon, c'est déjà mieux que la bataille Wakanda dans Infinity War, mais bon... ça vole pas haut. Mais bon, au moins ça mène une bonne scène, celle du plan séquence. Elle est cool. Passons ensuite aux personnages. C'est pénible car ce film se base sur ces personnages et plusieurs persos importants sont ratés.
Nous avons dans ce film Peter Parker, Tante May, MJ, Ned, Doctor Strange, Happy, Flash, Peter Parker, le Bouffon Vert, le Docteur Octopus, le Lézard, l'Homme Sable, Electro, J. Jonah Jameson et Peter Parker. Soit 15 personnages à gérer. Ah, et il y a Venom aussi. Mais Venom est aussi désagréable et inutile que dans son propre film, donc on va l'oublier. D'ailleurs, le Lézard est un peu dans le même cas. Il est là, car on devait le mettre. Et l'Homme Sable est un peu pareil. Sauf qu'en plus, ils ont détruit son personnage. Il est pas méchant. Il a juste pas de chance. Il a fait les mauvais choix. C'est ce qu'il dit. J'ai jamais voulu ça. Mais j'avais pas le choix. Et là, il est juste méchant. Sans aucune raison. Son but, c'est de revoir sa fille. Et toutes ses actions devraient l'en empêcher. C'est juste incompréhensible. Ensuite, parlons d'Electro. Que l'électricité passe du bleu au jaune, à la limite, je veux bien. Mais pourquoi lui avoir enlevé son design et l'avoir rendu beau gosse? Cela n'a aucun sens avec le personnage comme il était dans Amazing Spider-Man 2. Donc, les deux seuls méchants du film à être réussis sont Doc Ock et le Bouffon Vert. Sauf que Doc Ock est censé être débarrassé de sa puce lors de sa mort. Donc, pourquoi il revient en tant que méchant? Il aurait disparu de son multivers juste avant? Dans ce cas, Peter Parker de Sam Raimi n'aurait pas dû le voir mourir. C'est incompréhensible encore. Et pour finir avec le bouffon, je suis ravi de revoir Dafoe. Mais comment ça se fait que Doc Ock sache qu'Osborn est le Bouffon Vert? Osborn? Ça ne peut pas être lui. Parce que Norman Osborn est mort. Il y a des années. Il n'avait pas l'air d'être au courant de ça dans le Raimiverse. Donc on a un méchant inutile, 2 ratés et 2 incohérents. Bah c'est cool ça. Bon, peut-être qu'on se rattrape avec les personnages secondaires. J. Jonah Jameson est fidèle à lui-même. Flash pareil. D'ailleurs sa blague sur le Flashpoint m'a fait rire. Bon, on en reparlera. Happy quant à lui est quasiment effacé et sa relation avec Tante May est stoppée sans vraiment de raison explicite. On vient de rompre. Ah bon, vous avez rompu? Mais je croyais que t'étais amoureuse. Je trouvais que vous formiez un joli couple tous les deux. C'est une question d'espace vital, tu sais. Vous savez, le développement de personnages, c'est cool aussi. Mais bon, parlons de Tante May, la scène de sa mort ne soulève zéro émotion. Quand elle donne la phrase culte de l'oncle Ben, Tu as un don. Tu as un pouvoir. Et avoir un grand pouvoir implique d'avoir de grandes responsabilités. j'étais limite en larmes, mais de rire. C'est tellement mal incorporé. Cette phrase est le pilier du personnage de Spider-Man. C'est cela qui doit dicter sa vie depuis le début. Ici, on n'a pas eu d'oncle Ben, mais une tante May qui connaît le secret de Peter. Il n'y a aucune logique scénaristique à mettre cette phrase ici. Mais bon, encore une fois, on en reparlera. Parlons maintenant des personnages principaux sans aucun pouvoir, à commencer par Ned. Ned, tu n'es pas censé avoir de pouvoir. Alors je veux bien croire qu'il y a un peu de magie en toi, mais Doctor Strange l'a étudié avant de devenir doué. Toi, tu es directement bon pour ouvrir des portails? Mesdames et messieurs, on a notre nouveau sorcier suprême. Bravo! Et si on parlait maintenant de Michelle Jones Watson? Au niveau de son personnage, on perd ce qui faisait son charme. Elle est observatrice et peu sociable. Ici, on a ce dialogue. C'est un des trucs que je préfère chez toi. C'est vrai? Ouais. Bon, c'est quoi tes autres trucs préférés? Ton optimisme à toute épreuve. Ouais, je suis plutôt du genre verre à moitié plein. T'es hyper sociable, ça me plaît ça. J'aime mon prochain. C'est vrai, j'aime tellement les gens. T'aimes le sport? Je crois que les Mets vont aller jusqu'en finale cette année. Qui détruit un peu son berceau. Et le fait qu'elle ne pense pas non plus à appeler l'université, c'est débile. Mais bon, heureusement, certains de ces petits sarcasmes passent bien. Vous nous donnez des ordres, alors que c'est votre sortilège qui a foiré. Ce qui signifie que tout ça, là, c'est un petit peu votre cirque. Vous savez, moi aussi, je connais quelques formules magiques. L'une de mes préférées commence par « s'il vous plaît ». Et maintenant, on va parler des super-héros. Doctor Strange. À part faire chier Wong, je te trouve vachement irresponsable. Tu connais Peter, tu devrais savoir qu'il est encore immature. Et oui, vous avez sauvé le monde ensemble, mais c'est pas une raison. Et puis, tu as beau être le sorcier le plus puissant, tu es incapable de te débarrasser de la neige? Sérieusement?
Tu es incapable de bien utiliser la dimension miroir? C'est vraiment décevant. Et parlons à présent de notre héros, Spider-Man, de Sam Raimi. Il est fidèle à lui-même, simple, heureux et vieilli. Honnêtement, j'ai peu de choses à dire sur lui et sur Andrew Garfield. On reparlera d'eux dans la partie scénario, mais pour Tom Holland, je me demande si ce Spider-Man a retenu des leçons de ses précédentes aventures. Il est censé être un petit génie, mais il ne réfléchit à rien. Pourquoi? De plus, la mort d'Iron Man, il s'en fiche complètement maintenant. C'était son arc dans le deuxième film. Et finissons avec le héros le plus important de ce film, Matt Murdock. On introduit Daredevil. Ok, sympa. Mais pourquoi lui avoir fait la même gueule que celui de Netflix? Les deux univers ne coexistent pas. Et j'ai ce même problème avec J. Jonah Jameson et le caïd dans Hawkeye. Mais bon, ça c'est aussi un peu des problèmes de scénario. Et justement, j'aime bien le camembert. Et un peu moins le gruyère. Et le scénario de ce film, c'est un gruyère. Il n'y a que des trous. Commençons avec le plus gros problème du film. Quel méchant peut venir dans l'univers du MCU? Ceux qui connaissent Peter Parker, c'est dit clairement. S'il vous plaît, expliquez-moi ce qui se passe, je suis largué. Ce petit sortilège que tu as saboté, qui devait faire oublier au monde entier que tu es Spider-Man, eh bien il a commencé à transporter tous ceux des autres univers qui savent que Peter Parker est Spider-Man dans notre univers. Si tu sais que Peter Parker est Spider-Man, alors tu peux venir. Dans nos visiteurs, on a le bouffon vert. Ça marche. Doc Ock, ça marche. L'homme sable, ça marche. Le lézard, ça marche. Electro, bah ça marche pas. À aucun moment dans Amazing, Electro sait que Peter Parker est Spidey. Alors, une théorie veut que Electro sache que les deux sont liés et qu'il comprend qu'ils sont la même personne quand Gwen crie le nom de Peter. Je n'adhère pas, mais bon, admettons. Par contre, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi Venom, qui n'a aucun lien avec ce Peter, arrive? C'est juste débile. Et pourquoi une partie du symbiote reste derrière lui quand il repart? Ce n'est juste pas logique. Et aussi, pourquoi il n'y a que les méchants qui viennent? Ne m'expliquez pas que c'est ceux que Spidey a tués, car l'homme sable et le lézard ne sont pas morts. Mais Gwen Stacy est morte à cause de Peter. Pourquoi elle ne vient pas? Et pourquoi on n'a pas le bouffon vert de James Franco? Ou le Venom de Topher Grace? Ils ont aussi été tués à cause de Spidey en connaissant son identité. C'est vraiment la roulette russe du random. Donc, quand les prémices de votre histoire n'ont aucun sens, c'est compliqué de faire une vraie histoire. Ensuite, deuxième question importante. Pourquoi Ned ouvre un portail vers un autre univers? C'est possible de faire ça? Pour un débutant, je le rappelle, la scène où les deux Spidey arrivent, elle est molle. Il n'y a rien d'iconique. Bon, je dois reconnaître une chose cependant. Au moins, leurs arrivées sont en accord avec leur personnalité. Bon, ça nous fait 3 bons points pour le moment. C'est déjà ça. Parlons ensuite du sortilège de Doctor Strange. Pourquoi? Alors que le but du film est d'oublier que Peter est Spider-Man, à la fin, tout le monde oublie qui est Peter. On pouvait se souvenir de Peter, non? Et toutes les archives du Daily Bugle où Mysterio révèle le secret, elles deviennent quoi? Le livre Flashpoint, il a disparu? Les journaux avec Liz Allen qui dit que Peter Parker est un menteur, ils sont détruits? Ils ont une couverture vide? C'est inexplicable. Et enfin, une dernière question à propos du multivers. Dans Loki, on voit que des variants créent de nouvelles lignes temporelles et donc un multivers. Mais ici, le multivers existe déjà avec les autres Spidey. Comment ça marche exactement? C'est un concept difficile à appréhender et nous allons devoir attendre la suite du MCU pour en savoir plus. Mais nous arrivons sur une grosse faille qui risque de se déchirer à n'importe quel moment. Et j'ai plein d'autres petites questions sans réponse. Pourquoi Octopus s'est enfui avec les autres? Il est gentil? C'est juste pour le suspense de fin? Pourquoi on se fiche de la blessure du bouffon vert sur Peter Parker de Sam Raimi? Il le poignarde, on est choqué, mais après, on s'en fiche. Et la caméra ne nous montre aucune blessure. C'est un peu dommage de ne pas faire attention à ça. Pourquoi Eddie Brock laisse du symbiote vu qu'il ne laisse pas sortir de symbiote de lui-même? Comment Happy Hogan peut-il se souvenir qu'il a connu Tante May grâce à Spidey sans savoir qu'elle avait un neveu? Pourquoi on a eu 3 films avec Spider-Man si au final on fait tout revenir à zéro? Pourquoi la scène post-générique
est juste un simple teaser. Je me suis jamais autant senti insulté par une scène post-générique. Même dans Endgame, où c'est juste des coups d'enclume, ça me paraissait mieux. Franchement, j'ai été déçu par cette scène, vraiment. Mais bon, tout ça, ce ne sont que des petits problèmes comparés au pire du film. Le problème final. Oui, le plus gros problème de ce film, c'est moi. C'est que j'aime ce film. Je suis allé le voir 2 fois car je l'ai adoré malgré tous les défauts que j'ai pu énumérer. J'ai passé un excellent moment pour plein de raisons. Mais malheureusement, cela n'enlève aucun défaut de ce film. En étant assis sur mon fauteuil de cinéma le premier jour de sa sortie, j'étais content de revoir Octopus. J'ai adoré revoir Willem Dafoe. J'ai apprécié voir Flint Marko essayer de sauver Peter contre Electro. J'ai aimé les échanges entre Doctor Strange et Spidey. J'ai aimé toutes les références cachées. On voit le même des 3 Spider-Man qui se pointent du doigt. On voit Maguire qui a mal au dos. On dit que Garfield est amazing. Tout ça, c'est génial. Ce film fait plaisir aux fans. Mais il en délaisse toute sa cohérence. Spider-Man Into the Spider-Verse a beaucoup plus réussi l'intégration de 6 Spider-Man inconnus que No Way Home qui se contente de ceux qu'on connaît. Marvel aurait pu prendre encore plus de risques en nous donnant également les 2 autres Spider-Man en live action. Shinji Todo de la série Spider-Man japonaise et Nicolas Hammond de la série The Amazing Spider-Man de 1977. Ils auraient même pu faire des vannes sur le fait que l'acteur qui joue Peter Parker n'est pas le même que celui qui joue Spider-Man, à savoir Fred Ward, qui est malheureusement décédé en 2012. Donc ça aurait été compliqué de l'amener. Mais Marvel s'est juste contenté de faire plaisir aux fans. Et il a réussi. No Way Home a l'un des meilleurs box-office de l'année 2021. La trilogie Spider-Man du MCU est ratée sur beaucoup de points. La mise en scène n'atteint pas le génie de Sam Raimi ou les idoles de Mark Webb. La musique n'est qu'une reprise de thèmes déjà cultes. Les personnages ne sont pas assez approfondis ou incohérents avec eux-mêmes et les scénarios ont de gros problèmes. Mais ils réussissent dans un point. L'élargissement de la mythologie Spider-Man. On l'a introduit dans Civil War dans une bataille de super-héros. Son premier film solo lui faisait partager la vedette avec un autre super-héros et on n'a pas eu d'origin story. Ses apparitions suivantes le font s'envoler dans l'espace, puis mourir avant de réapparaître et de se battre dans la plus grande bataille qu'aucun Spider-Man n'a jamais fait. Les 2 films qui ont suivi l'ont envoyé loin de New York et l'ont réuni avec les 2 Spider-Man des 2 autres générations. Les idées de base vont plus loin qu'aucun autre film mettant en scène l'homme araignée. Mais c'est mal géré. Et ça me désole. J'aime Spider-Man. Et je prends vraiment du plaisir à voir ces films. Mais quand je me mets à y réfléchir un peu, je vois les problèmes. Désolé Spidey, tu avais un immense potentiel mais tu l'as mal exploité. Pourtant, j'ai hâte de voir la suite de tes aventures. Maintenant que tu es au sommet, tu as le devoir de t'améliorer. Et comme tout le monde le sait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager si elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt.